La porte vitrée s'est verrouillée derrière moi avec un clic sec qui a résonné dans l'agence vide. Lucien Duroy, le directeur du Crédit Maritime de Port-Écume, était pâle comme l'écume de la mer un jour de tempête. Il tenait mon poignet avec une délicatesse qui contrastait avec la panique dans ses yeux châtains et a chuchoté si bas que j'ai dû pencher ma tête grisonnante pour comprendre. « Madame Charbonneau, promettez-moi que vous n'allez pas vous évanouir. Ce que je vais vous montrer, aucune mère ne devrait voir. » Je m'appelle Denise Charbonneau. J'ai passé ma vie entière dans cette petite ville côtière près de La Rochelle, où l'odeur de sel marin se mêle à l'arôme de pain frais chaque matin, où les mouettes crient comme des voisines commères et où tout le monde connaît l'histoire de tout le monde. J'ai été couturière pendant 42 ans, ajustant des robes de mariée, réparant des manteaux de pêcheurs, raccommodant ce que la vie déchirait. J'ai élevé 3 enfants seuls, après que mon mari ait décidé que la famille était trop lourde à porter. J'ai toujours été la femme qui offrait de la soupe quand quelqu'un tombait malade, qui prêtait du sucre sans attendre qu'on le rende, qui résolvait les problèmes des autres tout en avalant les siens avec un verre d'eau et une prière silencieuse. Ce mardi matin, 2 jours avant mon 68e anniversaire, j'étais entrée à la banque pour quelque chose d'absolument banal. Récupérer une petite réserve oubliée dans un compte d'épargne que mon père avait ouvert pour moi il y a des décennies. 340 €. Assez d'argent pour remplacer le réfrigérateur qui faisait des bruits étranges depuis l'hiver. Rien de plus. J'avais signé les papiers, remercié avec la politesse que ma mère m'avait enseignée, et marché vers la sortie en pensant à quel modèle choisir au magasin d'électroménager de la rue des Corsaires. C'est alors que Lucien s'est levé de sa chaise avec une urgence que je ne lui avais jamais vue. Il a toujours été un homme poli, méticuleux, de ceux qui plient les serviettes en triangle parfait et n'oublient jamais les anniversaires des clients anciens. Mais à ce moment-là, il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se déplacer, comme s'il portait un secret qui brûlait de l'intérieur. Il a traversé le comptoir, ses chaussures cirées frappant le sol de marbre avec une hâte contrôlée, et avant que je ne touche la poignée de la porte, il a tourné la clé dans la serrure. Le son métallique a réverbéré dans l'agence déserte. Il était 9h30 du matin. La lumière de septembre entrait par les immenses fenêtres, dessinant des rectangles dorés sur le sol impeccable. Dehors, Port-Écume continuait sa routine. Des cyclistes pédalant le long du front de mer, des touristes photographiant des bateaux colorés, des retraités prenant leur café sur la terrasse du café du port. Mais là-dedans, dans cette bulle de silence artificiel, mon cœur a commencé à battre à un rythme inconfortable. « Madame », a répété Lucien, et sa voix avait cette qualité tremblante de quelqu'un sur le point de révéler quelque chose d'irréversible. « Il y a 3 semaines, j'aurais dû vous parler, mais je devais être sûr, je devais rassembler des preuves. Et maintenant ?» Il a dégluti, sa pomme d'Adam montant et descendant comme une pierre coincée dans sa gorge. Maintenant, je ne peux plus me taire. Il m'a guidé vers son bureau, un cubicle vitré au fond de l'agence où des décisions sur des prêts et des investissements étaient prises quotidiennement. Il m'a offert la chaise rembourrée normalement réservée aux clients importants, tandis qu'il restait debout, agité, manipulant les papiers sur le bureau comme quelqu'un qui organise ses pensées avant de plonger dans des eaux profondes. Pour la première fois depuis mon entrée, j'ai ressenti de la peur. Pas la peur abstraite des mauvaises nouvelles, mais ce froid concret qui monte le long de la colonne vertébrale quand votre instinct détecte le danger avant que votre esprit puisse le nommer. « Je vais vous montrer quelque chose qui est arrivé à ma connaissance par hasard », a-t-il dit, allumant l'ordinateur avec des doigts qui tremblaient légèrement. Il y a 3 semaines, ma collègue Amélie révisait les transactions de l'agence quand elle a remarqué des mouvements inhabituels sur votre compte principal, pas sur l'épargne ancienne que vous êtes venu récupérer aujourd'hui, sur le compte courant que vous utilisez pour votre retraite. Mon estomac s'est contracté. Je touchais à peine à ce compte en dehors des retraits mensuels pour payer l'électricité, l'eau et les courses à l'épicerie de Madame Rousseau. C'était une vie modeste, organisée, sans bouleversement financier. Nous avons trouvé des tentatives d'accès, a continué Lucien, cliquant sur des dossiers numériques avec la précision nerveuse de quelqu'un qui a déjà révisé cela des dizaines de fois. Quelqu'un a essayé de transférer des montants. Quelqu'un a présenté des documents demandant des informations sur des assurances-vie liées à votre compte. Quelqu'un.
Il a fait une pause, et dans cette pause, il y avait tout un océan d'hésitation. Quelqu'un est entré dans cette agence, s'est assis sur cette même chaise où vous êtes maintenant, et a essayé d'anticiper des procédures qui ne devraient être activées qu'en cas de décès. Le mot est resté suspendu dans l'air comme un corbeau posé sur une pierre tombale. Décès. Ma mort. Quelqu'un planifiait ma mort, ou au moins essayait de profiter de l'idée de celle-ci. Qui ? La question est sortie de ma bouche avant que mon cerveau ne traite complètement ce que je venais d'entendre. Ma voix sonnait étrange, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Lucien a tourné le moniteur dans ma direction. L'écran montrait l'interface du système de sécurité interne de la banque, avec des dates, des horaires et des miniatures vidéo organisées en ligne. Il a cliqué sur un enregistrement d'il y a 2 semaines. L'image avait cette qualité légèrement granuleuse des caméras de surveillance, mais elle était assez nette pour ne laisser aucun doute. Et alors j'ai vu. Éloi Charbonneau, mon fils aîné, celui que j'avais bercé pendant les nuits de fièvre quand il était enfant, celui pour qui j'avais cousu des uniformes scolaires et appris à faire du vélo sur les quais déserts de Porte-Écume, était assis de l'autre côté de ce même comptoir. Il portait le costume bleu marine que j'avais moi-même ajusté il y a 2 hivers, quand il avait obtenu cet emploi dans l'entreprise de logistique à La Rochelle. Ses cheveux étaient peignés en arrière, ses grandes mains gesticulaient avec une assurance qui m'était étrangement familière. Il parlait avec Amélie, l'employée blonde qui me saluait toujours avec un sourire chaleureux. Mais dans cet enregistrement, Éloi ne souriait pas. Il pointait des documents, pressait des papiers sur le comptoir, son expression bien trop sérieuse pour une simple consultation bancaire. Lucien a avancé de quelques secondes. La porte de l'agence s'est ouverte à nouveau et mon 2e fils est apparu. Mathis Charbonneau, toujours pressé, toujours nerveux, incapable de rester immobile depuis qu'il avait appris à marcher. Il a rejoint Éloi et les deux conversaient à voix basse, têtes proches comme des conspirateurs. Je pouvais lire la tension dans les épaules de Mathis. Cette façon de mordre sa lèvre inférieure qu'il avait depuis enfant, quand il mentait sur qui avait cassé le vase du salon ou mangé le dernier morceau de tarte. « Continuez à regarder », a murmuré Lucien, et sa voix portait une compassion qui me donnait envie de crier. L'enregistrement a sauté à un autre jour, 1 semaine plus tard. Cette fois, c'était Gaëlle, ma fille unique, ma petite aux yeux verts, qui était née une nuit de tempête et avait grandi trop vite, voulant toujours plus que ce que Porte-Écume pouvait offrir. Elle était seule, portant ce manteau beige que je n'avais jamais aimé parce qu'il vieillissait son visage, et elle conversait avec un autre employé que je ne connaissais pas. Gaëlle gesticulait avec impatience, poussait un dossier marron sur le comptoir, pointait quelque chose sur l'écran de l'ordinateur de l'agent. Son visage avait cette expression durcie qu'elle avait développée après avoir déménagé à Paris, ce masque d'efficacité qui cachait la douceur qui avait existé en elle autrefois. Ils sont venus séparément, mais avec le même objectif, a expliqué Lucien, mettant la vidéo en pause. Éloi a présenté des documents demandant des informations sur des polices d'assurance liées à votre compte. Mathis a essayé d'obtenir des autorisations pour des mouvements financiers d'urgence. Gaëlle. Il a pris une profonde inspiration. Gaëlle a apporté des papiers qui prétendaient être une procuration signée par vous, l'autorisant à accéder à toutes vos valeurs en cas d'incapacité mentale ou physique. L'air se raréfiait dans cette petite pièce. Les murs de verre semblaient se rapprocher, écrasant l'espace entre moi et la vérité qui se révélait dans ces images granuleuses. Mais je n'ai jamais signé aucune procuration, ai-je chuchoté, et ma voix est sortie faible, presque inaudible. « Je sais », a dit Lucien, et ses yeux ont rencontré les miens avec une tristesse douloureuse à voir. C'est pourquoi j'ai appelé la police et un expert en documents. La signature était fausse, très bien faite, mais fausse. Et ce n'est pas tout. Il a cliqué sur un autre dossier, ouvrant une série d'emails imprimés. Nous avons trouvé des correspondances entre vos enfants et un avocat spécialisé en successions anticipées. Il consultait comment procéder en cas de mort imminente de personnes âgées avec patrimoine. Patrimoine. J'ai failli rire, mais le son est resté coincé quelque part entre ma gorge et ma poitrine. Quel patrimoine! Ma petite maison de 2 chambres avec des infiltrations au plafond? Ma modeste retraite d'ancienne couturière?
Les 340 € oubliés dans une vieille épargne. Mais alors Lucien a ouvert un autre écran et j'ai vu des chiffres dont je n'avais aucune idée qu'ils existaient. Des montants accumulés au fil des décennies dans un fonds de pension que mon père, pêcheur prudent qu'il était, avait ouvert pour moi avant de mourir. Des intérêts composés silencieux, une croissance patiente et invisible. Là, dans ce compte dont je ne savais même pas l'existence, reposaient 187 000 €. Assez pour transformer 3 enfants ingrats en héritiers anxieux. Assez pour qu'ils désirent ma mort. J'ai regardé à nouveau l'écran figé, le visage de Gaël capturé au milieu d'une phrase, la posture tendue de Matisse, la détermination froide dans les yeux d'Éloi. Mes enfants. Les enfants que j'avais portés dans mon ventre, que j'avais nourris avec la sueur de mon travail, que j'avais pardonnés d'innombrables fois quand ils décevaient, quand ils disparaissaient, quand ils n'apparaissaient que quand ils avaient tôt besoin de quelque chose. Ils pensaient que j'allais mourir bientôt, ai-je demandé, et la question sonnait absurde, même à mes propres oreilles. J'étais en bonne santé, je marchais 5 kilomètres par jour le long du front de mer, je montais les escaliers sans perdre le souffle, j'avais la tension contrôlée et aucun historique de maladie grave. « Non », a répondu Lucien, et sa réponse était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ils n'attendirent pas, ils planifiaient. Le silence qui a suivi était dense, visqueux, impossible à traverser. Dehors de cette pièce, Port-Écume continuait sa danse quotidienne, indifférente au fait que mon monde entier venait de s'effondrer. Vous savez, quand on vieillit dans une petite ville où tout le monde connaît votre nom, où vous avez cousu la robe de baptême de la fille de la boulangère et raccommodé les filets du fils du propriétaire du restaurant, vous commencez à croire que vous avez construit quelque chose de solide, des racines profondes, des connexions qui ne peuvent pas être coupées. J'avais élevé mes enfants pour qu'ils soient des gens décents, pour qu'ils valorisent l'honnêteté par-dessus tout, pour qu'ils comprennent que l'argent s'en va, mais que le caractère reste. Je leur avais enseigné cela avec des mots et, plus important, par l'exemple. Mais en regardant ces enregistrements de sécurité, mes 3 enfants conspirant à différents moments dans la même agence bancaire, les documents falsifiés et les consultations juridiques sur comment accélérer un héritage, j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. J'avais complètement échoué. Pas comme couturière, pas comme voisine, pas comme femme, mais comme mère, ou peut-être. Peut-être avais-je été trop mère. Une mère qui pardonnait trop vite, qui cédait trop tôt, qui acceptait des miettes d'affection comme si c'était des banquets. Une mère qui confondait amour avec permissivité, qui transformait le sacrifice en faiblesse aux yeux de ceux qui devaient me protéger. Que voulez-vous faire ? La question de Lucien m'a ramené dans cette pièce vitrée. Ce mardi matin qui avait commencé avec des plans d'acheter un réfrigérateur et se terminait maintenant avec la révélation que mes propres enfants voulaient m'enterrer. Je n'ai pas répondu immédiatement. Quelque chose se passait en moi, quelque chose que je ne peux pas décrire avec précision. C'était comme si des décennies de silence, d'avaler des peines, de fermer les yeux sur de petites cruautés, s'accumulaient en une vague qui atteignait finalement le rivage. Et quand cette vague se brise, elle ne demande pas la permission. Elle balaie tout simplement. Peut-être que vous, qui m'écoutez maintenant, connaissez cette sensation. Peut-être que vous aussi avez déjà tant donné de vous-même que vous avez oublié de garder quelque chose pour vous. Peut-être que vous aussi avez déjà aimé des personnes qui ont confondu votre amour avec de la faiblesse. Et si c'est le cas, si quelque chose dans mon histoire résonne dans votre poitrine en ce moment, faites une caresse à cette vidéo en appuyant sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire me disant d'où vous m'écoutez, quelle ville, quel pays, parce que savoir que je ne suis pas seule dans cette douleur me donne la force de continuer à raconter. Et si vous voulez suivre le reste de ce voyage, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui s'est passé après. Eh bien, même moi je n'imaginais pas que j'en serais capable. Je veux des copies de tout, ai-je finalement répondu, et ma voix n'a pas tremblé. Vidéos, documents, emails, rapports, tout. Lucien a hoché la tête, s'attendant déjà à cette réponse, et a commencé à organiser les fichiers numériques dans un dossier. Pendant que l'imprimante crachait page après page de preuves, j'ai continué à regarder l'écran figé. Gaël souriait sur cette image, un petit sourire satisfait,
comme si elle venait de faire une bonne affaire. Et peut-être que dans sa tête, elle l'avait fait. Une bonne affaire où la marchandise était la vie de sa propre mère. Quand je suis sortie de la banque 40 minutes plus tard, portant une enveloppe épaisse pleine de preuves, Port-Écume semblait différent. Les mêmes rues pavées, les mêmes bateaux se balançant dans le port, la même odeur de pain de la boulangerie Lefebvre. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé. J'ai marché jusqu'au café du port et j'ai commandé un café expresso, chose que je ne faisais jamais parce que je trouvais ça trop cher pour mon budget. Je me suis assise à une petite table en métal dehors, avec le soleil de septembre réchauffant mon visage et l'enveloppe de preuves pesant sur mes genoux comme une pierre. Des touristes riaient à d'autres tables, des enfants couraient après des pigeons. La vie se déroulait avec son indifférence habituelle. Et c'est là, dans ce café ordinaire un mardi ordinaire, que j'ai pris une décision qui changerait tout. Je n'allais pas mourir en silence. Je n'allais pas disparaître commodément pour faciliter la vie de ceux qui m'avaient trahi. Je n'allais pas pardonner une fois de plus, avaler une déception de plus, fermer les yeux sur une cruauté de plus déguisée en amour. Mes enfants avaient sous-estimé quelque chose de fondamental. Les couturières savent réparer des déchirures, mais elles savent aussi quand un tissu est tellement abîmé qu'il ne sert plus qu'à être coupé et jeté. Et j'étais sur le point de prendre mes ciseaux. Le vent salé de Port-Écume portait ce matin-là une fraîcheur inhabituelle pour la mi-septembre, comme si l'automne décidait de s'installer plus tôt cette année. J'ai remonté le col de mon cardigan gris en marchant vers la maison, l'enveloppe Kraft serrée contre ma poitrine comme un bouclier de papier contre une tempête invisible. Les mouettes tournoyaient au-dessus des toits d'ardoise, leurs cris perçants ressemblant étrangement à des avertissements que j'aurais dû entendre des années plus tôt. Ma maison se trouvait rue des Marronniers, une petite rue pavée qui grimpait doucement depuis le port vers les quartiers résidentiels. C'était une bâtisse étroite de 2 étages avec des volets bleus délavés et une glycine centenaire qui s'accrochait à la façade comme une vieille amie fidèle. J'y vivais depuis mon mariage, 43 ans plus tôt, quand cette maison semblait immense et pleine de promesses. Mon mari était parti, les enfants avaient grandi et déserté, mais la glycine était restée, fleurissant chaque printemps avec une régularité que les humains n'ont jamais su égaler. J'ai ouvert la porte d'entrée avec la clé que je gardais dans la même poche depuis toujours, et l'odeur familière de lavande séchée et de vieux bois m'a accueilli. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine, cette table en chêne massif où j'avais nourri 3 enfants pendant des années, où j'avais écouté leurs problèmes d'école, leurs premiers chagrins d'amour, leurs rêves d'avenir. Combien de repas j'avais préparés sur cette table? Combien de fois j'avais essuyé des larmes, soigné des genoux écorchés, distribué des conseils que personne n'écoutait vraiment? Je me suis assise et j'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme on ouvre une lettre qu'on sait contenir de mauvaises nouvelles. Les documents étaient organisés avec le soin méticuleux de Lucien. Vidéo capturée sur clé USB, email imprimé, copie de faux documents, rapport du graphologue certifiant que ma signature avait été contrefaite. Tout était là, noir sur blanc, preuve indéniable que mes 3 enfants avaient comploté pour me dépouiller. J'ai relu les emails échangés avec maître Arnaud Beaumont, un avocat spécialisé en droit successoral basé à La Rochelle. Éloi avait écrit « Notre mère est âgée et nous craignons qu'elle ne soit plus en mesure de gérer son patrimoine. Quelles sont nos options pour protéger les biens familiaux ?» Le ton était professionnel, presque compassionnel, comme si c'était vraiment l'inquiétude qui motivait sa démarche et non la cupidité pure. Mathis, lui, avait été plus direct dans son message. Si notre mère devenait subitement invalide, ou pire, combien de temps prendrait le processus de succession? Y a-t-il des moyens d'accélérer la liquidation des actifs? La froideur de ces mots me glaçait. Subitement invalide ou pire. Il parlait de ma mort comme d'un événement logistique à optimiser. Et Gaëlle, ma fille, ma seule fille, celle que j'avais protégée plus farouchement encore que ses frères, avait écrit « Je suis la seule avec un peu de bon sens dans cette famille. Mes frères sont incapables de gérer quoi que ce soit. Comment puis-je m'assurer d'avoir le contrôle total de l'héritage quand le moment viendra ?» Elle ne parlait même pas de moi comme d'une personne, mais comme d'un obstacle temporaire entre elle et l'argent. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la douleur me traverser comme une lame.
Ce n'était pas la douleur aiguë d'une blessure fraîche, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. C'était la douleur de réaliser que tout ce que vous avez construit reposait sur des fondations pourries depuis le début. Je repensais aux signes que j'avais ignorés. Éloi qui ne venait me voir que lorsqu'il avait besoin d'argent pour investir dans une opportunité unique. Mathis qui empruntait ma voiture et la rendait avec le réservoir vide, sans un mot de remerciement. Gaël qui critiquait ma maison, mes vêtements, ma façon de vivre, comme si ma simple existence était un embarras pour elle. J'avais tout excusé, tout pardonné, tout minimisé sous prétexte qu'ils étaient mes enfants et que l'amour maternel devait être inconditionnel. Mais personne ne m'avait dit que l'amour inconditionnel ne devait pas signifier l'acceptation inconditionnelle de l'irrespect. J'ai ouvert mon vieux cahier de recettes, celui avec la couverture fleurie tachée de sauce tomate et de farine. Entre les pages jaunies où ma mère avait écrit de sa belle écriture penchée des recettes de coq au vin et de tarte tatin, j'ai glissé les documents les plus compromettants. Personne ne penserait à chercher là. Puis j'ai rangé la clé USB dans la poche intérieure de mon manteau d'hiver, celui que je ne porterai pas avant novembre. Il était temps de réfléchir stratégiquement, non plus comme une mère blessée, mais comme une femme qui défend sa survie. Le téléphone a sonné vers 15 heures. Le numéro s'affichait « Éloi ». Mon cœur a fait un bond involontaire, ce réflexe pavlovien de toutes les mères quand leur enfant appelle. Mais j'ai regardé ce nom s'afficher sur l'écran jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête, remplacée par le silence épais de la maison vide. 2 minutes plus tard, un message. « Maman, j'essaie de te joindre. J'ai réfléchi et je pense qu'on devrait parler de tes finances. Tu vieillis et je m'inquiète que tu ne sois pas bien conseillée. Appelle-moi. » L'audace était stupéfiante. Il venait littéralement de tenter une fraude bancaire et il avait le culot de m'appeler pour parler de mes finances sous prétexte d'inquiétude filiale. C'était presque admirable dans son cynisme absolu. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'avais besoin de temps pour organiser mes pensées, pour transformer cette rage bouillonnante en quelque chose d'utile. Le soir même, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai sorti une bouteille de vin du placard, un Bordeaux que mon voisin Henri m'avait offert l'an dernier pour Noël, et je me suis servi un verre. Je me suis installé dans mon fauteuil près de la fenêtre, celui d'où je pouvais voir les lumières du port s'allumer une par une à mesure que la nuit tombait, et j'ai bu lentement en regardant Port-Écume s'endormir. Les souvenirs affluaient, malgré moi. Éloi a 8 ans, pleurant parce qu'il avait perdu son premier match de football, et moi le consolant en lui disant que ce n'était pas grave, que l'important était de s'amuser. Mathis a 12 ans, me suppliant de mentir à son professeur sur une punition méritée, et moi cédant parce que je ne supportais pas de le voir malheureux. Gaël a 16 ans, me hurlant dessus que je ne comprenais rien à sa vie, que j'étais une vieille provinciale sans ambition, et moi avalant mes larmes en silence parce que les adolescents sont difficiles et que ça passerait. Sauf que ça n'avait jamais passé. Leurs exigences avaient simplement évolué. Leur mépris s'était sophistiqué, leur manipulation était devenue plus subtile. Et moi, je m'étais adaptée à chaque nouvelle version de leur égoïsme, comme une plante qui se tord pour trouver la lumière dans des conditions de plus en plus défavorables. Quand mon mari, Philippe, était parti un matin de printemps sans explication, laissant juste un mot griffonné sur le dos d'une facture d'électricité, disant qu'il avait besoin de trouver sa propre voie, j'avais serré les dents et continué. J'avais travaillé des heures interminables dans mon atelier de couture, acceptant toutes les commandes, même les plus ingrates, pour que mes enfants ne manquent de rien. Quand Éloi avait voulu faire des études de commerce à Nantes, j'avais puisé dans mes maigres économies. Quand Mathis avait cassé la voiture que je venais d'acheter d'occasion, j'avais contracté un crédit pour la réparer. Quand Gaël avait décidé de partir à Paris pour réussir, je lui avais donné tout ce qui me restait pour l'aider à s'installer. Et maintenant, il voulait même prendre ce que je n'avais jamais su que je possédais. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai enfilé ma plus belle robe, celle que je gardais pour les occasions spéciales, un chemisier bordeaux avec une jupe droite gris anthracite. J'ai coiffé mes cheveux gris avec soin, appliqué du rouge à lèvres discret, et je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. La femme qui me fixait avait 67 ans, des rides au coin des yeux, des mains abîmées par des décennies de travail minutieux.
mais elle avait aussi quelque chose de nouveau dans le regard, une détermination froide que je ne me connaissais pas. J'ai marché jusqu'à l'étude de maître Odile Marchand, notaire établi à Port-Écume depuis 35 ans. Son bureau se trouvait dans une belle maison bourgeoise de la place de la République, avec des moulures au plafond et des bibliothèques en chêne remplies de codes juridiques reliés en cuir. Odile était une femme de mon âge, grande et élégante, avec des cheveux blancs coupés courts et des lunettes à monture dorée. Nous nous connaissions depuis l'école primaire et c'est elle qui avait rédigé mon testament 15 ans auparavant. Denise. Elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais son expression a changé quand elle a vu mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tendu l'enveloppe. « J'ai besoin de modifier mon testament, urgemment. » Nous nous sommes installés dans son bureau privé et pendant 2 heures, je lui ai tout raconté. Elle a écouté en silence, son visage trahissant une colère croissante à mesure que je déroulais l'histoire. Quand j'ai fini, elle a retiré ses lunettes et les a nettoyées lentement, un geste que je savais signifier qu'elle réfléchissait intensément. « C'est pénalement répréhensible », a-t-elle dit enfin. « Tentative de fraude, faux en écriture, peut-être même complot en vue de commettre un crime. Tu devrais porter plainte. »« Je vais le faire », ai-je répondu. « Mais d'abord, je veux m'assurer qu'ils n'obtiennent pas un centime si quelque chose m'arrivait vraiment. » Odile a hoché la tête et a commencé à prendre des notes. « Désormais, tes héritiers directs seront totalement déshérités au maximum permis par la loi. On va structurer ton patrimoine de manière à ce que la réserve héréditaire obligatoire soit minimale et tout le reste ira à des associations caritatives de ton choix. Ils toucheront quelques milliers d'euros chacun, pas plus. Parfait. Et concernant la donation de ton vivant, tu peux commencer à disperser tes actifs maintenant. Dons à des organisations, création de fondations. Il y a des moyens légaux de vider ton compte avant ta mort, si c'est ce que tu veux. » J'ai souri. Et c'était un sourire que je ne me connaissais pas, quelque chose de dur et de satisfaisant. « Préparons tout. Je veux que ce soit béton. » Nous avons travaillé tout l'après-midi. Odile a fait venir son clerc et sa secrétaire pour accélérer le processus. J'ai signé des documents, validé des choix, précisé des volontés. Tout était enregistré, tamponné, officialisé. Mon nouveau testament stipulait clairement que mes enfants recevraient uniquement la portion congrue imposée par la loi française et que le reste de mon patrimoine serait divisé entre 3 associations. Une pour les femmes victimes de violences familiales, une pour l'alphabétisation des seniors et une pour la préservation du patrimoine maritime de Port-Écume. « Et maintenant ?» a demandé Odile quand nous avons terminé. « Maintenant, je leur dis. Le soir même, j'ai envoyé un message groupé à mes 3 enfants. Retrouvons-nous samedi à 14 h à la maison. J'ai des choses importantes à discuter. Court, neutre, impossible à refuser sans éveiller les soupçons. Les réponses sont arrivées une par une. Éloi. D'accord maman, j'y serai. Mathis. Ok. Gaël. Je dois vraiment venir? J'ai beaucoup de travail. Puis, après que je n'ai pas répondu, bon, d'accord. Le samedi matin, j'ai nettoyé la maison avec un soin maniaque, comme si l'ordre extérieur pouvait compenser le chaos intérieur. J'ai préparé du café, sorti des tasses, disposé des petits gâteaux secs sur une assiette en porcelaine. Tout devait avoir l'air normal, une réunion de famille ordinaire. Ils sont arrivés avec 15 minutes d'intervalle. Éloi d'abord, dans sa voiture de fonction rutilante, costume impeccable, sourire professionnel. Mathis ensuite, en jean et blouson de cuir, l'air pressé comme toujours. Gaël en dernier, descendant d'un taxi avec son éternelle expression d'ennui sophistiqué, son tailleur noir de parisienne, coûtant probablement plus que ma garde-robe entière. Nous nous sommes installés dans le salon, eux sur le canapé défraîchi que je n'avais jamais eu les moyens de remplacer, moi sur ma chaise habituelle près de la fenêtre. La lumière de septembre entrait doucement, dessinant des rectangles dorés sur le parquet usé. « Alors, maman, qu'est-ce qui est si important ?» Éloi a pris les devants, souriant, détendu, jouant parfaitement son rôle de fils attentionné. J'ai posé ma tasse de café sur la table basse et j'ai pris mon temps avant de répondre, savourant ce dernier moment avant que tout explose. « J'ai découvert quelque chose d'intéressant cette semaine », ai-je commencé, ma voix étonnamment calme. J'ai appris que j'avais des enfants beaucoup plus.
Entreprenant que je ne le pensais. Le sourire d'Éloi a vacillé imperceptiblement. Mathis s'est redressé, soudain attentif. Gaëlle a froncé les sourcils. « De quoi tu parles ?» a demandé Gaëlle, impatiente. « Je parle de vos visites au Crédit Maritime, de vos consultations avec Maître Beaumont, de vos petits arrangements pour accélérer mon départ de ce monde afin de toucher un héritage dont vous ignoriez même l'existence il y a 1 mois. » Le silence qui a suivi était assourdissant. 3 visages se sont vidés de leur couleur, 3 corps se sont raidis. J'ai vu passer dans leurs yeux toutes les émotions, le choc, la peur, la culpabilité, puis, presque immédiatement, la défense. « Je ne vois pas de quoi tu parles », a commencé Éloi, mais sa voix manquait de conviction. « Maman, c'est ridicule !» Gaëlle tentait l'indignation, mais ses mains tremblaient légèrement. Mathis, lui, restait silencieux, son visage pâle comme un linge. J'ai ouvert une chemise posée à mes pieds et j'ai commencé à distribuer des copies. Capture d'écran des vidéos de surveillance, copie des emails échangés avec l'avocat, rapport du graphologue certifiant la falsification de ma signature. Chacun recevait son propre dossier d'accusation. « J'ai tout », ai-je dit simplement. Chaque email, chaque visite à la banque, chaque tentative de fraude. Lucien Duroy a tout conservé et a déjà fait un signalement. La police a ses documents. Mon notaire aussi. Et maintenant, vous les avez. Éloi a ouvert le dossier, ses mains tremblant légèrement. Il a parcouru les pages et j'ai vu son visage passer par différentes phases. Déni, réalisation, puis quelque chose qui ressemblait à du calcul. Il cherchait déjà une échappatoire, une explication, un moyen de retourner la situation. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois », a-t-il commencé, utilisant ce ton posé et rationnel qu'il réservait aux situations de crise. « Nous étions inquiets pour toi. Tu vieillis, tu vis seul dans cette maison. Nous voulions juste nous assurer que tout était en ordre si jamais. » « Si jamais je mourais subitement ?» J'ai terminé sa phrase avec un calme glacial. « C'est ce que Mathis a écrit, n'est-ce pas? Subitement invalide ou pire. » Mathis a tressailli comme si je l'avais giflé. Je ne pensais pas. C'était juste une question hypothétique. Une question hypothétique qui impliquait de falsifier ma signature, de consulter un avocat spécialisé en successions anticipées, de tenter de transférer de l'argent depuis mon compte sans mon consentement. Gaëlle s'est levée brusquement, son visage rougissant de colère. « Tu sais quoi, maman? Oui, nous avons fait des démarches. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es incapable de gérer quoi que ce soit. Tu vis dans cette maison délabrée. Tu t'habilles comme une pauvre. Tu refuses toute aide. Nous voulions juste protéger le patrimoine familial. » Le patrimoine familial? J'ai ri, un son sec et amer. Tu veux dire l'argent que tu comptais utiliser pour ton appartement à Paris? L'argent qu'Éloi voulait investir dans ses projets? L'argent que Mathis allait probablement gaspiller au casino comme il a gaspillé tout ce que je lui ai donné depuis 20 ans? Le coup a porté. Mathis s'est effondré contre le dossier du canapé, les yeux brillants de larmes qu'il retenait. « Ne nous fais pas passer pour des monstres », a continué Gaëlle, sa voix montant d'un cran. « Nous sommes tes enfants. Cet argent devrait nous revenir de toute façon. » Cet argent était le mien, ai-je répondu, et ma voix était devenue dure comme du granit. À dépenser, à donner, ou à garder comme bon me semble, ce n'était pas à vous de décider. Et certainement pas de voler en falsifiant des documents et en complotant pour me dépouiller. Éloi a essayé une autre approche, sa voix se faisant plus douce, presque suppliante. « Maman, je comprends que tu sois en colère. Nous avons peut-être eu des méthodes maladroites, mais nos intentions étaient bonnes. Nous sommes une famille, on peut arranger ça. Nos intentions étaient bonnes, » j'ai répété, incrédule. « Éloi, tu as essayé de me faire passer pour sénile auprès d'un notaire. Mathis a consulté des délais de succession comme on consulte un horaire de train. Et toi, Gaëlle, tu as apporté une fausse procuration pour prendre le contrôle total de mes finances. Explique-moi où sont les bonnes intentions dans tout ça. » Le silence est retombé, plus lourd encore. Dehors, j'entendais les mouettes crier et les voix de touristes flânant sur les quais. La vie normale continuait, indifférente au drame qui se jouait dans ce petit salon de Porte-Écume. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» La voix de Mathis était à peine audible, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du regret dans ses yeux. Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps,
ai-je répondu. Établir des limites. Mon notaire a modifié mon testament cette semaine. Vous recevrez chacun la portion minimale imposée par la loi française, soit environ 7 000 €. Le reste, les 165 000 € restants, ira à 3 associations caritatives que j'ai choisies. Le choc sur leur visage aurait été comique dans d'autres circonstances. Gaël est devenu écarlate. Éloi a ouvert la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. Mathis a simplement secoué la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Tu ne peux pas faire ça !» a explosé Gaël. « C'est notre héritage !»« Non !» ai-je corrigé fermement. « C'est mon argent. Et je viens de décider qu'il servira à aider des femmes victimes de violences familiales, à alphabétiser des personnes âgées et à préserver le patrimoine de Porte-Écume. Des causes qui, contrairement à vous, méritent mon soutien. » Éloi s'est levé, retrouvant soudain son aplomb d'homme d'affaires. « Nous allons contester. Aucun tribunal ne validera un testament rédigé sous l'influence émotionnelle d'un conflit familial. »« Essayez, » ai-je répondu calmement. Mon notaire a anticipé ça. J'ai passé une évaluation psychiatrique cette semaine. Le docteur Moreau, que vous connaissez tous depuis votre enfance, a certifié que j'étais parfaitement saine d'esprit et capable de prendre mes propres décisions. J'ai également fait enregistrer une vidéo explicative de mes choix, claire, posée, rationnelle. Bonne chance pour la contester. La réalité les frappait de plein fouet. Ils avaient sous-estimé la vieille femme silencieuse qu'ils pensaient pouvoir manipuler à leur guise. Ils découvraient qu'une vie de patience et de silence ne signifiait pas faiblesse, mais simplement que personne n'avait encore poussé assez loin pour réveiller quelque chose de plus fort. « Nous sommes ta famille », a murmuré Mathis, et dans sa voix, j'ai enfin entendu quelque chose qui ressemblait à de la tristesse authentique. « Comment peux-tu nous faire ça ?» J'ai fermé les yeux un instant, laissant cette question résonner. Puis je les ai regardés, ces 3 adultes que j'avais portés, nourris, aimés plus que moi-même pendant des décennies. « Comment je peux vous faire ça ?» J'ai répété doucement. « Mathis, comment as-tu pu écrire à un avocat pour savoir combien de temps prendrait ma mort ? Gaël, comment as-tu pu falsifier ma signature ? Éloi, comment as-tu pu entrer dans cette banque et essayer de me faire passer pour incapable ? Vous me demandez comment je peux vous faire ça ? Mais aucun de vous ne semble capable de voir ce que vous m'avez fait. » Gaël a attrapé son sac, ses gestes saccadés trahissant une rage à peine contenue. « Très bien, garde ton argent, donne-le à tes associations de bienfaisance, mais ne compte plus sur nous. Tu viens de perdre tes 3 enfants. » « J'ai perdu mes 3 enfants le jour où vous avez décidé que j'étais un obstacle plutôt qu'une mère, » ai-je répondu. Cette conversation ne fait que l'officialiser. Éloi a ramassé son dossier, son visage redevenu ce masque professionnel qu'il portait si bien. « Tu vas le regretter, maman. Quand tu seras vraiment vieille, vraiment seule, vraiment malade, tu te souviendras de ce jour et tu regretteras d'avoir choisi des étrangers plutôt que ta famille. » Peut-être, ai-je concédé. Mais au moins, je mourrai avec ma dignité intacte. C'est plus que vous ne pouvez dire. Ils sont partis un par un, sans se retourner. La porte s'est refermée derrière Gaël avec un claquement définitif qui a résonné dans toute la maison vide. Je suis restée assise dans mon fauteuil, écoutant le silence s'installer, lourd et étrangement apaisant. J'avais 67 ans. Je venais de couper les derniers liens avec mes 3 enfants. J'étais seule dans une maison trop grande. Dans une ville où tout le monde connaissait tout le monde, où les ragots se propageraient comme un feu de broussailles dès que l'histoire sortirait. Mais pour la première fois depuis des décennies, je respirais librement. Les semaines qui suivirent ressemblèrent à naviguer dans une tempête dont personne ne voyait les vagues, sauf moi. Porte-Écume continuait sa vie tranquille, les touristes prenaient leurs dernières photos avant l'hiver, les pêcheurs réparaient leurs filets, les commerçants préparaient la saison creuse. Mais sous cette surface paisible, quelque chose bouillonnait. La nouvelle s'était répandue, évidemment. Dans une ville comme Port-Écume, impossible de garder un secret bien longtemps. Les langues se déliaient chez la boulangère, au marché du dimanche, sur les bancs face à la mer où les retraités commentèrent le monde. « Tu as entendu pour Denise Charbonneau ? Ses propres enfants ont essayé de la voler. Paraît qu'ils voulaient la faire passer pour folle. La pauvre, après tout ce qu'elle a fait pour eux.
Les réactions étaient diverses. La plupart des gens m'exprimèrent leur soutien avec des regards compatissants et des petits mots gentils glissés dans ma boîte aux lettres. Madame Rousseau, la propriétaire de l'épicerie, refusait désormais que je paie mes courses complètes, m'offrant toujours quelque chose. Un fromage de chèvre, des confitures maison, une bouteille de cidre. Henri, mon voisin d'en face, s'était mis à passer tous les 2 jours sous prétexte de vérifier que ma gouttière tenait bon, mais en réalité pour s'assurer que j'allais bien. Mais il y avait aussi les autres. Ceux qui pensaient qu'une mère devait tout pardonner, que le sang était plus épais que l'eau, que j'exagérais sûrement la situation. Madame Blanchard, qui tenait le salon de thé près de l'église, avait murmuré assez fort pour que je l'entende. Les enfants font des erreurs, mais on ne déshérite pas sa propre chair pour autant. C'est contre nature. Cette phrase m'avait poursuivi pendant plusieurs jours. Contre nature. Comme si protéger ma propre dignité était plus choquant que la trahison de mes enfants. Un mardi matin, 3 semaines après la confrontation, j'ai reçu une lettre recommandée. L'enveloppe portait le cachet d'un cabinet d'avocats de La Rochelle. Maître Arnaud Beaumont, le même avocat que mes enfants avaient consulté. Mon cœur s'est accéléré en déchirant le papier. La lettre était formelle, rédigée dans ce langage juridique conçu pour intimider. Mes 3 enfants contestaient mon Nouveau Testament, arguant que j'avais été manipulée par mon notaire, que j'étais en état de détresse émotionnelle au moment de la signature, que mon jugement était altéré par un épisode dépressif consécutif au vieillissement normal. Ils demandaient une expertise psychiatrique indépendante et le gel temporaire de tous mes actifs. J'ai relu la lettre 3 fois, sentant la colère monter comme une marée. Ils n'abandonnaient pas. Ils continuaient à me traiter comme un obstacle à contourner, un problème à résoudre, une vieille femme sénile à mettre sous tutelle. J'ai appelé Odile immédiatement. Sa réponse a été cinglante. Qu'ils essaient, nous avons tout documenté. Ton évaluation psychiatrique est sans appel, ta vidéo explicative est parfaitement claire. Ils vont perdre et payer les frais de justice en plus. Mais combien de temps ça va prendre ? Ai-je demandé, sentant soudain le poids de mon âge. 67 ans, ce n'était pas vieux, mais ce n'était plus jeune non plus. Combien d'années me restait-il pour vivre en paix ? 6 mois, peut-être 1 an si ça va au tribunal, a répondu Odile. Mais Denise, écoute-moi bien. Ils font ça pour t'épuiser, pour te faire céder. Ne leur donne pas cette satisfaction. Tiens bon. Tenir bon. C'était devenu ma devise depuis ce fameux matin à la banque. Le soir même, j'ai reçu un appel de Mathis. J'ai hésité longtemps avant de décrocher, ma main tremblant au-dessus du téléphone. Finalement, j'ai répondu. « Maman ». Sa voix était différente, moins assurée, presque brisée. « Maman, s'il te plaît, on peut parler ?» Nous n'avons plus rien à nous dire, Mathis. « Si, attends, ne raccroche pas. » Il parlait vite, les mots se bousculant. « Je n'ai pas dormi depuis des semaines. Je n'arrête pas de penser à tout ça, à ce que nous avons fait. Éloi et Gaël refusent d'en parler. Ils disent que tu es devenue folle, que tu nous punis injustement, mais moi, je sais que ce n'est pas vrai. » J'ai fermé les yeux, m'agrippant au combiné. Cette voix me rappelait celle du petit garçon qui venait se réfugier dans mes bras après un cauchemar, celui qui m'apportait des bouquets de fleurs sauvages cueillies au bord des chemins. « Maman, j'ai fait des choses terribles. Pas seulement cette histoire à la banque. Toute ma vie, j'ai été un fils épouvantable. Je t'ai menti, volé, déçu encore et encore. Tu m'as toujours pardonné, et j'ai pris ça pour de la faiblesse. Je pensais que ton amour était acquis, inépuisable, que je pouvais faire n'importe quoi sans conséquence. » Sa voix s'est brisée, et j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu depuis son enfance. Mathis pleurait. « Je ne te demande pas de me pardonner, » a-t-il continué entre 2 sanglots. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que je sais. Je sais ce que nous avons fait. Je sais que c'était impardonnable, et je suis désolé, tellement désolé. » Les larmes roulaient aussi sur mes joues maintenant, silencieuses, salées. C'était exactement ce que j'avais espéré entendre depuis des semaines, depuis des années peut-être. Des excuses sincères, de la reconnaissance, de la responsabilité. Mais était-ce suffisant ? Mathis,
ai-je dit doucement. Tes excuses me touchent, vraiment. Mais des excuses ne peuvent pas effacer ce qui a été fait. Tu n'as pas juste commis une erreur. Tu as activement comploté pour me déposséder. Peut-être même pour hâter ma mort. Tes excuses ne changent pas ça. Je sais, a-t-il murmuré. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire pour arranger les choses. Tu ne peux rien faire, ai-je répondu, et ces mots m'ont fait plus mal que je ne l'aurais cru. Certaines choses, une fois cassées, ne peuvent pas être réparées. Tu peux juste devenir quelqu'un de meilleur. Pas pour moi, mais pour toi. Pour que le reste de ta vie ne soit pas construit sur les mêmes fondations pourries. Il y a eu un long silence, juste le son de sa respiration irrégulière à l'autre bout du fil. Je vais retirer ma signature de la contestation du testament, a-t-il finalement dit. Je vais dire à l'avocat que je ne veux plus être impliqué dans cette bataille. Ça ne changera probablement pas l'issue, Éloi et Gaël vont continuer, mais au moins, je ne serai plus partie prenante. C'est un début, ai-je répondu. Maman? Sa voix était toute petite maintenant, celle d'un enfant perdu. Est-ce qu'un jour tu pourras me regarder à nouveau? J'ai regardé par la fenêtre les lumières du port qui s'allumaient une à une dans le crépuscule. Je ne sais pas, Mathis. Honnêtement, je ne sais pas. Mais peut-être qu'avec le temps. Peut-être. Nous avons raccroché sans nous dire au revoir, et je suis restée longtemps assise dans l'obscurité croissante, le téléphone encore chaud dans ma main. 2 jours plus tard, Maître Beaumont a effectivement retiré Mathis de la procédure. Odile m'a appelé pour me l'annoncer avec une satisfaction évidente. C'est bon signe, ça affaiblit leur position, et Mathis pourrait même témoigner en ta faveur si nécessaire. Mais Éloi et Gaël continuaient. Ils avaient trouvé un autre angle d'attaque. Ils arguaient maintenant que j'avais été indûment influencée par les employés de la banque qui m'avaient montré les vidéos, que Lucien Duroy avait outrepassé ses fonctions en me révélant des informations confidentielles, que tout le processus était vicié dès le départ. C'était absurde, mais c'était aussi dangereux. Ils savaient que dans une bataille juridique, celui qui a les meilleurs avocats et la patience la plus longue gagne souvent. Les mois passèrent dans une sorte de brouillard anxieux. L'automne laissa place à l'hiver, et Port-Écume se vida de ses touristes, ne gardant que ses habitants permanents et les tempêtes qui frappaient la côte avec une régularité brutale. Je passais mes journées à marcher le long de la digue, regardant les vagues se fracasser contre les rochers, trouvant un étrange réconfort dans cette violence naturelle qui ne demandait rien, ne jugeait rien, existait simplement. Début décembre, j'ai reçu une visite inattendue. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Gaël sur le perron, trempé par la pluie glaciale, son maquillage parisien ruisselant sur ses joues comme une peinture ratée. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé, et sa voix n'avait plus rien de l'assurance habituelle. J'ai hésité, puis me suis écarté pour la laisser passer. Elle est entrée dans le couloir, dégoulinante, tremblante, et s'est arrêtée sans savoir où aller. « La cuisine », ai-je dit simplement. Je lui ai préparé un thé pendant qu'elle s'asseyait à la table. La même table où nous avions eu cette confrontation terrible quelques mois auparavant. Elle regardait ses mains, évitant mon regard. « Éloi m'a dit que je devais venir », a-t-elle commencé. « Pas pour m'excuser, précise-t-il, juste pour négocier. Il pense que si je joue la carte émotionnelle, si je fais semblant de regretter, tu vas peut-être reconsidérer. » J'ai posé la tasse devant elle sans répondre, attendant la suite. « Mais je ne suis pas venue pour ça, » a-t-elle continué, levant enfin les yeux vers moi. « Je suis venue parce que je n'en peux plus. De ce procès, de cette guerre, de cette personne que je suis devenue. Maman, je... » Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. « Je ne sais même plus qui je suis. Quand as-tu cessé de m'aimer ?» La question m'a frappée comme une gifle. « Gaël, je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est justement le problème. Alors comment peux-tu nous faire ça? Comment peux-tu nous effacer de ta vie comme si nous n'avions jamais existé? » « Je ne vous efface pas, » ai-je répondu calmement. « Vous vous êtes effacé vous-même le jour où vous avez décidé que mon argent valait plus que ma vie. Je ne fais que reconnaître ce que vous avez déjà choisi. » Gaël a secoué la tête, les larmes coulant maintenant librement. « Tu ne comprends pas. Éloi nous a convaincus que c'était la bonne chose à faire, que tu allais tout gaspiller, que nous étions tes enfants,
et que nous méritions cet héritage. Il a dit que tu étais vieille, que de toute façon tu n'en avais plus pour longtemps, que ce serait mieux pour tout le monde si les choses étaient à régler maintenant. Et tu l'as cru? J'ai voulu le croire. Sa voix est montée d'un cran. Parce que c'était plus facile que d'admettre que nous étions juste cupides. Parce que ça me donnait une excuse pour ne pas affronter la vérité. Que je ne t'ai jamais respecté. Que j'ai toujours eu honte de toi, de cette petite maison. De tes vêtements simples, de ton accent provincial. À Paris, quand mes collègues parlèrent de leurs parents, je mentais. Je disais que mon père était mort et que ma mère vivait à l'étranger. Je ne voulais pas qu'ils sachent que ma mère était une simple couturière dans un village de pêcheurs. Ces mots étaient des couteaux, mais des couteaux que j'attendais depuis longtemps. Au moins, maintenant, nous parlions vrai. Gaël, ai-je dit doucement, je sais tout ça depuis des années. Tu n'as jamais su cacher ton mépris, la façon dont tu regardais ma maison, mes vêtements, ma vie. Je voyais et je me disais que c'était juste une phase, que tu mûrirais, que tu reviendrais à l'essentiel. Mais je ne suis jamais revenue, a-t-elle murmuré. Non. Nous sommes restées silencieuses un long moment, le seul son étant celui de la pluie martela les fenêtres et le tic-tac de l'horloge murale. « Qu'est-ce que je dois faire ?» a finalement demandé Gaël. « Comment est-ce que je répare tout ça ?»« Tu ne peux pas réparer, ai-je répondu. Mais tu peux choisir qui tu veux être à partir de maintenant. Tu peux retirer ta signature de cette contestation absurde. Tu peux arrêter de chercher des excuses et commencer à assumer la responsabilité de tes choix. Tu peux construire une vie basée sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Et nous? Toi et moi? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Nous sommes cassés, Gaël, mais peut-être pas brisés de manière irréparable. Ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et ça va nécessiter que tu changes vraiment, pas seulement que tu dises les bons mots. Elle a hoché la tête lentement, essuyant ses larmes avec un mouchoir froissé. Je vais retirer ma signature. Aujourd'hui. C'est un début. Gaël est parti peu après, et je l'ai regardé marcher sous la pluie jusqu'au bout de la rue, sa silhouette mince disparaissant dans la brume. Je ne savais pas si je la reverrais. Je ne savais pas si ces paroles n'étaient qu'un moment d'émotion ou le début d'un vrai changement. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. 2 semaines plus tard, Maître Beaumont a informé Odile que Gaël s'était également retiré de la procédure. Éloi se retrouvait seul, et son avocat commençait à suggérer l'abandon du dossier face aux preuves accablantes et au retournement de ses propres frères et sœurs. Mais Éloi s'obstinait. Éloi, l'aîné, celui qui avait toujours été le leader, celui qui refusait d'admettre la défaite, continuait à se battre. Pas pour l'argent maintenant, je pense, mais pour ne pas perdre la face. En février, presque 1 an après cette matinée au Crédit Maritime qui avait tout changé, j'ai reçu un appel de Lucien Duroy. « Madame Charbonneau, je pensais que vous devriez savoir. Éloi est venu à la banque aujourd'hui. Il voulait parler, s'expliquer. Il dit qu'il abandonne tout, qu'il retire la contestation. Vraiment ?» Je n'arrivais pas à y croire. Oui, mais il m'a aussi dit autre chose. Il m'a demandé de vous transmettre un message. Dis à ma mère qu'elle a gagné. Elle voulait me briser, c'est réussi. Ces mots m'ont glacé. Je n'avais jamais voulu briser qui que ce soit. Je voulais juste survivre, protéger ce qui me restait de dignité. Il est parti ensuite sans rien ajouter, a continué Lucien. Il avait l'air détruit. Je me demandais si vous vouliez que j'essaie de... Non, ai-je interrompu. Laissez-le. Il doit faire son propre chemin maintenant. Quand j'ai raccroché, je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé Port-Écume s'étirer sous le ciel de février, gris et lumineux à la fois. Les mouettes tournoyaient, les bateaux se balançaient doucement, la vie continuait avec son indifférence habituelle aux drames humains. Avais-je gagné? Techniquement, oui. Mon testament tiendrait, mes actifs iraient aux associations que j'avais choisies, mes enfants recevraient le minimum légal. Justice était faite. Mais en regardant les photos de famille accrochées au mur, ces visages figés dans des sourires d'époque plus heureuses, je me demandais quel était vraiment le prix de cette victoire. J'avais 68 ans maintenant. Mes enfants étaient dispersés.
2 dans le regret et peut-être la rédemption, 1 dans l'amertume et le ressentiment. Ma maison était toujours aussi vide, mes soirées toujours aussi silencieuses. Mais quelque chose avait changé en moi. Cette femme qui avait passé sa vie à s'excuser d'exister, à s'effacer pour que les autres brillent, à porter le poids des erreurs des autres. Cette femme n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur peut-être, de plus solitaire certainement, mais aussi de plus entier. Quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et refusait de la négocier. Et peut-être, au fond, c'était ça la vraie victoire. Le printemps revint à Port-Écume avec sa douceur habituelle, apportant les premières glycines en fleurs et les touristes précoces qui arpentèrent les quais en manches courtes malgré le vent frais. J'avais 68 ans et 3 mois, et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais curieuse de ce que demain apporterait. La bataille juridique était officiellement terminée. Éloi avait fini par retirer sa contestation fin mars, non pas par grandeur d'âme, mais parce que son avocat lui avait clairement expliqué qu'il allait perdre et payer des frais astronomiques en plus. Odile m'avait appelé avec la nouvelle, sa voix triomphante. « C'est fini, Denise. Ton testament est validé, inattaquable. Tu peux enfin respirer. Respirer. » Étrange expression quand on y pense. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois, ce qui était peut-être le cas. Un mardi matin de mai, alors que je préparais mon café dans la cuisine inondée de soleil, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas le timbre électrique qui grésillait depuis des années, mais de vrais coups fermes contre le bois. J'ai ouvert et trouvé Mathis sur le perron, tenant un pot de géranium rose et l'air de quelqu'un qui s'apprête à sauter d'un pont sans savoir s'il y a de l'eau en dessous. « Maman », a-t-il dit simplement. Nous nous sommes regardés longuement, ce fils qui m'avait trahi et cette mère qui l'avait banni. Il avait maigri, ses yeux étaient cernés, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Moins d'arrogance, plus d'humilité authentique. « Entre », ai-je dit. Nous avons parlé pendant 3 heures. Mathis m'a raconté les mois qui avaient suivi notre confrontation, la dépression qui l'avait submergé, les nuits sans sommeil à ruminer ses erreurs, la thérapie qu'il avait finalement commencée. Il m'a parlé de ses dettes de jeu dont je ne savais rien, de son mariage raté qu'il m'avait caché, de sa vie entière construite sur des mensonges et des raccourcis. « Je ne cherche pas ton pardon », a-t-il dit. « J'ai juste besoin que tu saches que je fais le travail. Sur moi. Pas pour l'héritage, ce bateau a coulé et c'est mérité. Mais pour ne plus être cet homme que je déteste quand je me regarde dans le miroir. » J'ai écouté sans l'interrompre, et quand il a eu fini, je lui ai servi un café, comme je le faisais quand il était petit et rentrait de l'école avec des histoires à raconter. « Mathis, je ne sais pas si je pourrai un jour te refaire confiance, » ai-je dit honnêtement. « Mais je peux respecter quelqu'un qui fait le travail difficile de changer. Continue. Pas pour moi, pour toi. » Il est venu me voir tous les mardis après ça, sans attendre d'invitation, sans demander la permission. Il venait, nous buvions du café. Parfois nous parlions, parfois nous restions simplement assis en silence. C'était maladroit, fragile, mais c'était quelque chose. Gaëlle, elle, m'envoyait des lettres. De longues lettres manuscrites, où elle fouillait son passé, analysait ses choix, essayait de comprendre comment elle en était arrivée là. Certaines lettres étaient douloureuses à lire, pleines de reproches déguisés et d'apitoiements sur soi. D'autres montraient des vrais progrès, une vraie introspection. Je répondais rarement, juste quelques lignes pour accuser réception, pour montrer que je lisais. En juillet, elle est venue passer un week-end. Nous avons marché sur la plage, mangé des moules frites au restaurant du port, parlé de choses superficielles au début, puis de plus en plus profondes. Le dimanche soir, avant de repartir pour Paris, elle m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'elle était vraiment présente dans cette étreinte. « Je ne sais pas si on redeviendra proche un jour, » a-t-elle dit, « mais je veux essayer, si tu me laisses essayer. »« On verra », ai-je répondu. Pas de fausses promesses, pas de réconciliation magique. Juste une porte entr'ouverte au lieu d'un mur de briques. Éloi, lui, demeurait absent.
J'avais entendu par des connaissances communes qu'il avait déménagé à Bordeaux, qu'il avait changé d'emploi, qu'il évitait soigneusement toute mention de Port-Écume ou de sa famille. Mathis me disait qu'ils ne se parlaient plus, que leur relation fraternelle était aussi cassée que celle avec moi. Parfois je pensais à lui, à ce petit garçon sérieux qui organisait ses jouets par taille et par couleur, qui voulait toujours être le premier, le meilleur, le plus fort. Quelque part, ce petit garçon s'était perdu en route, transformé en homme pour qui gagner était devenu plus important qu'être bon. Je ne savais pas si je le reverrais un jour. Cette incertitude me faisait mal, mais je l'acceptais. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Elles deviennent juste des cicatrices qu'on apprend à vivre avec. En août, les associations bénéficiaires de mon testament m'ont invité à visiter leurs installations. J'ai vu le refuge pour femmes victimes de violences où mon futur don permettrait d'ajouter 5 chambres. J'ai rencontré des seniors apprenant à lire et écrire grâce au programme d'alphabétisation qui bénéficierait de mes fonds. J'ai assisté à la présentation du projet de restauration du vieux phare de Port-Écume, un monument historique que mon argent contribuerait à sauver. Ces visites m'ont rempli d'une émotion étrange, douce et mélancolique à la fois. Mon argent, que mes enfants avaient tant convoité, servirait finalement à quelque chose de bien. Il aiderait des gens qui en avaient vraiment besoin, préserverait un patrimoine collectif, ferait une différence tangible dans le monde. C'était une victoire différente de celle que j'avais imaginée dans ma colère initiale. Plus douce, plus constructive, plus alignée avec qui j'avais toujours voulu être. Un soir de septembre, exactement 1 an après cette matinée au Crédit Maritime, je suis retourné au Café du Port et j'ai commandé le même café expresso que ce jour-là. Je me suis assise à la même table en métal, avec le même soleil couchant dorant le port, les mêmes mouettes criardes, la même brise salée. Mais tout était différent. Cette femme qui s'était assise là 1 an auparavant, sous le choc, tenant une enveloppe de preuves comme un bouclier, cette femme tremblait de rage et de douleur. Elle ne savait pas si elle survivrait à ce qui l'attendait, si elle aurait la force de tenir tête à ses propres enfants, si elle pourrait vivre avec les conséquences de ses choix. La femme assise aujourd'hui à cette même table avait survécu. Plus que ça, elle avait trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle avait appris qu'être mère ne signifiait pas être un paillasson, qu'aimer ne voulait pas dire accepter l'inacceptable, que la famille n'était pas une excuse pour la cruauté. Elle avait aussi appris qu'il n'y a pas de fin heureuse toute simple dans la vraie vie. Pas de réconciliation miraculeuse, pas de larmes suivies d'embrassades et de tout est pardonné. Juste des relations abîmées qui se reconstruisent millimètre par millimètre, si elles se reconstruisent, avec 2 enfants qui essayaient vraiment et un qui avait disparu dans sa propre amertume. Henri, mon voisin, s'est arrêté près de ma table en rentrant de sa promenade quotidienne. « Denise, je peux me joindre à vous ?» « Bien sûr. Nous avons parlé de choses légères, la météo inhabituellement douce, les travaux sur le quai, le nouveau restaurant japonais qui ouvrait près de la mairie. Des conversations ordinaires, simples, réconfortantes dans leur banalité. Puis Henri a dit quelque chose qui m'a surprise. « Vous savez, vous êtes devenue une sorte de héroïne locale. Les gens parlent de vous, de ce que vous avez fait. Beaucoup de personnes âgées ici se sentent invisibles, impuissantes face à leurs enfants. Vous leur avez montré qu'on pouvait se défendre. Je n'ai rien fait d'héroïque, ai-je protesté. J'ai juste refusé d'être une victime. C'est exactement ça, a souri Henri. Et c'est plus héroïque que vous ne le pensez. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. L'écriture était celle d'Éloi. Je l'aurais reconnue entre mille. Mon cœur s'est serré en ramassant l'enveloppe. La lettre était courte, sèche, presque clinique. « Maman, je n'écris pas pour m'excuser. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris le message. Tu voulais me punir, c'est fait. Tu voulais me montrer que tu n'étais pas faible, j'ai compris. Tu voulais prouver que tu pouvais vivre sans nous, félicitations. Je ne contesterai plus rien. Je ne chercherai plus à te contacter. Tu as gagné ta bataille, profite de ta victoire. Mais sache une chose, tu n'as pas juste perdu un fils ingrat, tu as aussi perdu quelqu'un qui t'aimait vraiment, à sa façon maladroite, et qui ne comprendra jamais comment tu as pu nous effacer si facilement.
Bonne vie, maman. Éloi. J'ai relu la lettre plusieurs fois, cherchant entre les lignes dures un signe de regret authentique, une ouverture possible. Mais il n'y avait rien. Juste l'amertume d'un homme qui se sentait victime d'une injustice plutôt que responsable de ses actes. C'était douloureux, mais pas surprenant. Éloi avait toujours été ainsi, incapable d'admettre ses torts, toujours prompte à blâmer les autres pour ses échecs. J'avais espéré, naïvement peut-être, que tout ceci le changerait. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à grandir. J'ai rangé la lettre dans une boîte avec d'autres souvenirs doux amers, et j'ai repris ma vie. Les mois qui ont suivi ont établi une nouvelle normalité. Mathis continuait ses visites du mardi, nos conversations devenant progressivement plus faciles, plus naturelles. Gaël venait un week-end par mois, et lentement, très lentement, nous réapprenions à nous connaître, non plus comme mère et fille dans les rôles anciens et toxiques, mais comme deux femmes adultes essayant de construire quelque chose de nouveau sur des ruines anciennes. Éloi restait absent, et avec le temps, j'ai fait mon deuil de cette relation. C'était comme perdre un membre fantôme. Ça faisait mal parfois, surtout la nuit, mais je fonctionnais sans. En décembre, presque 2 ans après cette matinée fatidique, j'ai fêté mes 69 ans. Mathis et Gaël sont venus, ainsi que quelques amis proches et voisins. Nous avons mangé une blanquette de veau que j'avais préparée, bu du vin blanc de Loire, ri de choses simples. Ce n'était pas la grande famille que j'avais imaginée dans ma jeunesse, mais c'était honnête, authentique, réel. Tard dans la soirée, alors que tout le monde était parti et que je rangeais la cuisine, j'ai regardé par la fenêtre le port endormi sous un ciel d'hiver cristallin. Les étoiles brillaient avec une clarté rare, reflétées dans l'eau noire immobile. J'ai pensé à toutes ces femmes de mon âge qui subissaient en silence, qui pardonnaient l'impardonnable, qui sacrifiaient leur dignité sur l'autel de l'harmonie familiale. J'ai pensé à celle que j'aurais pu être si Lucien n'avait pas eu le courage de me montrer cette vérité. Et j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je ne regrettais rien. Pas les relations brisées, pas les années perdues en illusions, pas même la douleur de tout ce processus. Parce que cette douleur m'avait transformé en quelqu'un de plus fort, de plus entier, de plus vrai. On m'avait appris toute ma vie que l'amour maternel devait être inconditionnel, que les mères devaient tout accepter, tout pardonner, tout endurer. Mais personne ne m'avait dit que cet amour inconditionnel ne devait pas signifier l'acceptation inconditionnelle de l'abus. Aimer ses enfants ne veut pas dire leur permettre de vous détruire. Les respecter ne signifie pas accepter leur manque de respect. Être une bonne mère n'implique pas d'être une mauvaise femme envers soi-même. Ces leçons, je les avais apprises trop tard peut-être, mais je les avais apprises. Et si mon histoire pouvait inspirer ne serait-ce qu'une autre femme à se défendre, à poser des limites, à choisir sa dignité plutôt que la paix à tout prix, alors tout cela aurait valu la peine. J'ai 69 ans maintenant. Ma maison est toujours trop grande pour une personne seule. Mes cheveux sont complètement blancs. Mes mains portent les marques de décennies de travail. Mais quand je me regarde dans le miroir le matin, je reconnais et j'aime la femme qui me regarde. Elle n'est plus celle qui baissait les yeux, qui s'excusait d'exister, qui portait les péchés des autres comme s'ils étaient les siens. Elle est devenue quelqu'un qui sait sa valeur, qui protège ses frontières, qui choisit la vérité plutôt que le confort. Port-Écume continue de vivre sa vie de petite ville côtière, avec ses ragots et ses solidarités, ses hivers rudes et ses étés dorés. Les mouettes crient toujours, les vagues se fracassent toujours contre les rochers, la glycine fleurit toujours chaque printemps. Et moi, Denise Charbonneau, ancienne couturière, mère de 3 enfants dont 2 essaient de revenir et un qui a disparu dans sa propre amertume, je vis. Vraiment. Pas seulement je respire, je mange, je dors. Je vis avec intention, avec dignité, avec la conscience tranquille de quelqu'un qui a fait les choix difficiles mais nécessaires. Mes actifs sont sécurisés, mon testament est béton, mes volontés sont claires. Quand je mourrai, dans 10 ans ou 20, mon argent fera du bien dans ce monde. Il aidera des femmes à échapper à la violence, enseignera à lire à des personnes âgées qui n'ont jamais eu cette chance,
préservera un phare centenaire qui a guidé des générations de marins vers la sécurité. C'est un héritage dont je suis fier. Bien plus fier que je ne l'aurais été de laisser cet argent à des enfants qui l'auraient gaspillé sans remords. Parfois, quand je marche sur la plage à marée basse, mes pieds s'enfonçant dans le sable humide, je pense à cette matinée au Crédit Maritime. À Lucien qui a eu le courage de me dire la vérité. À cette femme tremblante qui ne savait pas si elle survivrait à ce qui l'attendait. Je voudrais pouvoir lui dire « Tu vas survivre ». Plus que ça. Tu vas devenir quelqu'un que tu ne connaissais pas, quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus libre. Ça va faire mal, terriblement mal. Tu vas pleurer des nuits entières, douter de chaque décision, te demander si tu ne vas pas trop loin. Tu vas perdre des gens que tu aimais, découvrir des trahisons qui te briseront le cœur. Mais de l'autre côté de cette douleur, il y a une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie où tu te réveilles le matin sans ce poids sur la poitrine, sans cette peur constante de décevoir, sans cette obligation écrasante de tout pardonner. Il y a une liberté que tu ne peux même pas imaginer maintenant, celle de vivre selon tes propres valeurs, de dire non sans culpabilité, de choisir qui mérite ta présence dans ta vie. Alors tiens bon, vieille femme tremblante tenant ce enveloppe de preuves dans un café du port. Le chemin sera long et difficile, mais au bout, il y a toi, la vraie toi, celle qui mérite d'exister pleinement. Et cette personne, crois-moi, vaut chaque larme versée pour la trouver. Le soleil se couche sur Port-Écume en ce soir de décembre, peignant le ciel de roses et d'orangers spectaculaires. Demain sera un nouveau jour, avec ses propres défis et ses propres joies. Je ne sais pas ce qu'il apportera, et pour la première fois de ma vie, cette incertitude ne me fait pas peur. Elle me remplit d'une curieuse anticipation, comme si chaque jour était désormais une page blanche où j'écris ma propre histoire, sans me soucier de ce que les autres pensent qu'elle devrait être. Je suis Denise Charbonneau. J'ai 69 ans. J'ai 3 enfants dont 2 essaient de mériter à nouveau ma confiance et un qui a choisi l'amertume plutôt que la croissance. Et vous savez quoi? Je vais bien. Vraiment bien. Pour la première fois depuis très, très longtemps. Et vous, auriez-vous eu cette force-là quand tout ce que vous avez construit s'effondre sous le poids de la trahison de ceux que vous avez le plus aimés? Je vous pose cette question non pas pour juger, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous, qui m'écoutez en ce moment, ont peut-être vécu quelque chose de semblable, ou vivent encore dans ce silence douloureux où l'on préfère avaler la souffrance plutôt que de briser l'illusion de l'harmonie familiale. Ce que je viens de vous raconter n'est pas qu'une histoire parmi tant d'autres. C'est le reflet d'une vérité que nous, femmes d'un certain âge, connaissons trop bien. On nous a appris à tout donner, à tout pardonner, à nous effacer pour que les autres brillent. Mais personne ne nous a jamais dit qu'il viendrait un jour où il faudrait choisir entre notre dignité et la paix à tout prix. Alors je vous demande, du fond du cœur, racontez-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant mon récit. Auriez-vous pris la même décision que moi? Avez-vous déjà dû poser des limites que vous pensiez impossibles à tracer? Et surtout, dites-moi d'où vous m'écoutez, de quelle ville, de quel pays, parce que savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte silencieuse nous rend plus fortes, toutes ensemble. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible que vous pensiez oublier, alors je vous en prie, abonnez-vous à cette chaîne, pas seulement pour moi, mais pour toutes ces femmes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas folles de vouloir être respectées, qu'elles ne sont pas égoïstes de protéger ce qui leur reste de dignité, qu'elles ont le droit de dire non sans porter la culpabilité comme un fardeau éternel. Chaque abonnement est une voix qui dit « Moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi, je mérite mieux ». Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas l'argent qui compte, ni même la famille parfaite que nous avons rêvé d'avoir. C'est cette femme que nous voyons dans le miroir chaque matin, celle qui a survécu à tant de tempêtes, celle qui mérite de vivre ses dernières années dans la paix et la vérité, plutôt que dans le mensonge et la soumission. Alors, partagez votre histoire, votre ressenti, votre vérité. Et ensemble, rappelons-nous que vieillir avec dignité n'est pas un privilège, c'est un droit que personne ne peut nous enlever.